Bonjour à toutes et tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct, bonjour à ceux qui nous regarderont en replay. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, donc sur cette session d'accompagnement et soutien parentalité avec Ma Bonne Fée. Donc, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Aline Nativel-Idamou, notre spécialiste référente, psychologue clinicienne et spécialiste de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Donc, si vous n'avez pas déjà suivi les précédentes interventions, on a parlé de parler de l'actualité à ses enfants ou son adolescent, accueillir les émotions de ses enfants et surtout dans cette période. Et puis là, on va se faire un petit focus parentalité cette fois et charge mentale. On en parle beaucoup de parents. Donc, je vous laisse la parole, Aline. Alors, je vais juste rappeler les règles pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà. Vous pouvez nous dire bonjour déjà sur le chat et nous parler en direct. Posez vos questions. L'idée, c'est vraiment de faire un atelier qui vous est destiné. Et donc, ceux qui ont le plaisir d'être là en live, bonjour Amélie, d'en profiter. Pour poser vos questions, voilà, donc soit de manière publique sur le chat, soit si vraiment vous préférez poser une question privée, vous pouvez poser votre question et moi je ferai la modératrice. Donc n'hésitez pas à interagir pour vraiment récupérer les informations qui vous sont pertinentes. Alors, je vous laisse la parole, Aline, et je reviendrai quand il y aura des questions. D'accord. Donc bonjour à tous, je suis donc Aline Nativel-Idamou, je suis psychologue clinicienne, donc avec une spécialité, donc l'enfant, l'ado et la famille. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique, la charge mentale parentale. Alors très souvent, on parle de la charge mentale des femmes et ou des mamans, mais là, on va quand même essayer d'inclure la notion de père et de papa. Donc c'est pour ça que globalement, on a mis le titre charge mentale parentale. Donc l'objectif, n'hésitez pas, c'est d'intervenir, de faire des remarques, des critiques, de poser des questions. On essaie que ça soit un petit peu interactif et qu'il y ait un intérêt pour vous tout au long de cette session. Donc, si je ne suis pas claire aussi, n'hésitez pas à le préciser. De toute façon, mon objectif, c'est d'essayer de répondre à vos attentes et à vos questions. Donc, on a préparé effectivement un petit PowerPoint pour vous aider dans la gestion de la concentration et l'attention. Voilà, et qui vous donnera des données écrites. Alors, déjà, on va commencer par définir ce que c'est que la charge mentale parentale. Alors, on en a quand même parlé il y a un certain temps, donc en 1984, par une sociologue française qui s'appelle Monique, qui, elle, explique très clairement que la charge mentale, c'est le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à des mondes séparés physiquement. Donc, concrètement, c'est gérer plusieurs tâches en même temps, même si on n'est pas physiquement dans le contexte précis. L'exemple général, c'est par exemple, vous êtes au travail et au lieu d'être vraiment concentré à 100% dans votre mission spécifique du jour, et bien vous êtes déjà en train de penser à votre soirée avec votre enfant, avec votre partenaire éducatif, à la liste de courses, au chien, au rendez-vous pédiatre que vous avez annulé et effectivement qu'il faut reprendre un rendez-vous, etc. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais ça a quand même été théorisé déjà depuis 1984. Donc 36 ans que la charge mentale a été définie. Je vous ai mis aussi à côté des dessins, justement parce que la charge mentale, on a beaucoup parlé il y a peu de temps, grâce à une vulgarisation qui a été faite par une illustratrice qui s'appelle Emma. Et donc juste à côté, vous avez effectivement un dessin explicatif qui résume assez bien la situation. La charge mentale, c'est le fait de toujours devoir y penser. Donc il y a cette notion de devoir, d'obligation, mais surtout aussi d'accumulation de types de pensées. C'est pas juste une ou deux pensées, c'est vraiment être envahi. Il y a une notion importante aussi qu'on ne précise pas assez dans les médias, c'est cette fameuse charge cognitive qui va amener effectivement une charge comportementale. Donc tout ça, ça représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la capacité du maintien, mais aussi du traitement des informations, qu'elles soient d'ordre personnel, professionnel et ou domestique. Et très souvent, le parent qui subit une charge mentale va vraiment avoir tous ces domaines de vie combinés dans ses pensées quotidiennes.
jusqu'à éventuellement même à son lever. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, je vous invite à, si vous êtes curieux, sur cette notion de charge mentale qui est vulgarisée par la blogueuse Emma, qui a sorti 2 BD qui sont extrêmement intéressantes sur un autre regard, il fallait demander. Donc c'est très accessible. Moi, je vous conseille vivement de le regarder avec votre partenaire éducatif ou effectivement avec, quand je dis partenaire éducatif, c'est pour pas nommer homme ou femme. Et c'est vraiment important de pouvoir regarder ça à 2. Donc on parlera du couple parental pour justement, peut-être ça vous fera écho à des situations que vous-même vous vivez dans votre vie, à la fois conjugale et à la fois parentale. L'autre point important, c'est la femme ou l'homme. Ça, c'est la fameuse question. Qui est touché par la charge mentale parentale? Alors, très souvent, c'est la femme, c'est le parent par défaut, entre guillemets, qui subit cette charge mentale. Toutefois, il y a quand même certains pères qui peuvent la vivre quand, par exemple, ils sont en congé paternité et ou parental. Ou vous avez aussi cette autre dimension, c'est le parent solo, et ou divorcé, et ou séparé, voire aussi le veuvage. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez, mais vous pouvez avoir des pères ou des mères dans certaines conditions qui peuvent être touchés par la charge mentale. Alors effectivement, à chaque fois, je vous ai mis un petit dessin qui est effectivement de la blogueuse Emma, qui met en avant justement que le parent par défaut qui subit cette charge mentale, c'est souvent la femme, puisqu'elle fait bien la différence dans ce dessin entre le travail dit productif, qui est plutôt assimilé à l'homme, et le travail dit reproductif, qui est plutôt assimilé à la femme. Donc là, vous avez un dessin qui l'explique assez clairement et qui met en avant effectivement que l'homme est davantage à l'extérieur du domicile et que très souvent, une fois l'apparition de l'enfant, la femme est plus souvent à l'intérieur du domicile, même s'il y a effectivement pour son travail un côté je sors de l'extérieur. Je vous ai mis effectivement des pourcentages qui sont quand même intéressants et qui peuvent vous amener à réfléchir. Donc là, il y a une femme en couple sur 2 qui estime que son conjoint ne s'implique pas assez dans l'organisation des tâches ménagères. 57% des femmes interrogées attendent pourtant du soutien de sa part. Et puis, vous avez aussi de l'INSEE qui met en avant que 71% des tâches ménagères et près de 65% des tâches d'éducation sont faites par les femmes. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, en tout cas dans l'actualité, aurait effectivement une charge mentale qui peut être associée déjà de la part de sa profession, mais qui va amener la fameuse deuxième vie. Très souvent, on entend les femmes, quand elles sortent du travail, dire « j'ai pas terminé ma journée puisque je commence ma deuxième vie ». Donc là, vous avez la notion de tâches ménagères, plus de tâches d'éducation des enfants, très souvent qui ressortent. Alors n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur ce que je viens justement d'énoncer, participez, faites des remarques, posez des questions, il n'y a aucun problème. Puis après, effectivement, il y a des choses qui sont importantes à pouvoir repérer chez vous. Si déjà le mot charge mentale, ça fait écho, il y a effectivement ces 2 notions importantes, c'est l'épuisement physique et l'épuisement psychique. Alors l'épuisement physique, il est assez facilement repérable. Par contre, on a plutôt du mal à évaluer un épuisement psychique. Alors les symptômes assez typiques de la pression exercée par la charge mentale, parce que le mot pression est important, obligation, devoir, exigence aussi. Donc ça, on va en parler, et aussi de votre personnalité. Donc, il y a effectivement 4 points importants. Se sentir seul face à toutes ces actions à mener. Donc, comme on l'a dit, les tâches pro, les tâches domestiques, les tâches d'éducation, mais pourquoi pas aussi des tâches en lien avec son couple qui peuvent ressentir. Et donc, vous pensez vraiment être le seul capable de tout réaliser, mais avec cette notion de parfaitement. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a aussi une imprégnation importante des exigences, des auto-exigences, mais aussi peut-être des exigences d'autrui envers vous. Le sentiment aussi de manquer de temps. Alors ça, la notion du temps, quelqu'un qui est en charge mentale, homme ou femme d'ailleurs, il a le nez rivé sur sa montre, ou sur son téléphone, ou sur une pendule. En fait, il y a une espèce de gestion importante du temps par peur de louper. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un phénomène je me sens toujours dans un phénomène d'urgence. Parce que de toute façon, dans ma tête, il y a toujours un truc à faire. J'ai fini un truc, mais il me reste encore et encore. C'est vraiment une liste un petit peu sans fin. Et puis, vous avez aussi quelque chose de très important, c'est l'impression d'être toujours débordé.
Donc d'avoir 1001 choses à faire tous les jours et même le week-end. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça met en avant l'impossibilité de devoir se mettre en pause. Ou en tout cas, de s'autoriser à se mettre en pause ou à se détendre. Et puis, un phénomène aussi important pour les personnes en charge mentale, c'est faire les fameuses to-do list. Et mais c'est l'addition de to-do list et c'est avoir le sentiment, de ne jamais réussir à aller jusqu'au bout. Il y a toujours un truc sur cette to-do list. Donc finalement, on va barrer, on va écrire, ou sur son téléphone, il y a toujours un truc qui s'additionne puisque la journée que vous allez vivre, là aujourd'hui on est lundi, voilà, c'est début de semaine, assez typique. Vous avez déjà anticipé le week-end, votre to-do list du lundi, et puis vous vivez votre lundi, et puis forcément dans ce lundi, heure par heure, il y a des choses qui s'ajoutent. Donc finalement, cette liste, elle devient interminable. Et puis, quelque chose d'important en lien avec l'épuisement dit psychique, pareil, je vous ai remis un dessin de Emma, la fameuse blogueuse, c'est la charge mentale émotionnelle. C'est-à-dire que très souvent, quand on est en charge mentale, d'une façon assez généralisée, il y a ce sentiment continu de toujours devoir penser aux autres. C'est-à-dire d'être dans une capacité d'adaptation à être empathique tout le temps et dans une forme de bienveillance extrême. Et ça amène, comme le dessin le montre, à une forme de multiples interprétations de ce que peut vivre l'autre et qu'est-ce que je peux faire moi pour l'aider. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'on ne met pas assez en avant, c'est la charge émotionnelle. Vous avez effectivement aussi, pour vous aider à mieux cerner ce qui se passe chez vous et éventuellement pour vous dire, mince, je suis peut-être en charge mentale, est-ce que je peux me donner les moyens d'en sortir ? Vous avez très souvent ce phénomène de se comparer aux autres et aussi de culpabiliser, de ne pas y arriver. On repart sur cette to-do list, par exemple, et à un moment donné, vous dites, lundi soir, vous arrivez, vous dites, oh là, j'ai pas réussi à faire ce que je devais faire, j'ai manqué de temps, je suis en échec, j'ai fait des erreurs, donc il y a le phénomène de dévalorisation. Et puis, très souvent aussi, vous avez de fortes exigences envers votre rôle parental. Un phénomène assez de contrôle, de maîtrise qui va amener une anxiété forte, puisque il y a cette idée un petit peu prégnante de c'est quoi être un bon parent, mais plus que bon, c'est qu'est-ce que c'est un parent dit parfait. Et il y a beaucoup d'injonctions aussi dans le phénomène de la parentalité contemporaine, où vous avez une somme de recommandations, de préconisations, de conseils, de guidance parentale, et quelquefois vous êtes totalement perdu et vous oubliez cette intuitivité parentale. Et puis, vraiment très important, parce que ça, la personne qui est en charge mentale, malheureusement, le subit, ce sont les troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur, forcément négatifs, c'est être irritable, avoir le sentiment de s'effondrer souvent, être à la fois triste et en colère, mais vraiment d'une façon très poussée, très exagérée, et surtout de craquer à des moments pas opportuns, entre guillemets, ou voire s'autoriser à craquer seul. Donc, ce qui fait que ça renforce le sentiment d'isolement. Et puis, vous avez les fameux symptômes physiques qui sont en lien avec la fatigue généralisée. Donc là, on parle du mot fatigue, mais moi, je vais un peu plus loin sur le terme d'épuisement, qui amène cette sensation de stress en continu. Et puis, tout ce qui est en lien avec le somatique, c'est-à-dire que là, vous allez avoir des douleurs abdominales, des lombalgies, des migraines, des troubles de la mémoire. Ça, on n'y pense pas assez, mais puisque vous êtes souvent déconcentré, soit en hypervigilance aussi, pour mémoriser ou enregistrer des choses, c'est très compliqué, ou même pour faire appel à votre mémoire, vous avez très souvent des oublis. Et puis, c'est un phénomène où vous êtes tout le temps dans une forme de nervosité. Il n'y a jamais de sérénité, de calme absolu. Vous êtes toujours un peu sur le qui-vive. Et ça amène un épuisement important, généralisé, physiologique, tout bêtement. Et puis, le dernier point, qu'on n'ose pas assez dire, mais moi, je le vois avec des mamans, et un peu de papa, c'est vrai que c'est beaucoup moins, mais beaucoup de mamans, qui ont envie de tout plaquer, qui ont envie de fuir, limite qui parlent de fugue, parce qu'il y a un truc pas autorisé. Je fugue contre la vie d'eux, je fugue contre mes enfants, contre mon partenaire de vie, etc., etc. Moi, j'ai le souvenir d'une maman qui m'avait marquée, qui était venue dans mon cabinet et qui m'avait dit je viens vous voir parce que là, je suis entrée dans une agence de voyage et j'ai failli prendre un billet sans retour pour le Canada. Et là, je me suis dit c'est pas possible, il faut vraiment que j'arrive à prendre soin de moi. Donc, je viens vous voir aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. La fugue, je vous ai conseillé un ouvrage juste à la fin, la bibliographie, qui est assez bien fait, sur effectivement souvent
l'envie de la fugue maternelle de la part de certaines femmes, justement en lien avec la charge mentale. Et puis, les fameuses préconisations. Alors, vous me direz, il peut y en avoir plein des préconisations. Moi, tout ce que je vous dis, c'est vraiment de piocher ce qui vous intéresse, vous, dans ces préconisations, et ce que vous pourriez éventuellement personnaliser. Plus ça sera personnalisé, plus vous aurez envie de le faire, de toute façon, et il y aura une adhésion, un investissement de votre part. Donc, souvent, ce qui ressort, c'est la mise en place d'un planning de tâches. Donc, à se répartir dans le couple conjugal et le couple parental. Alors, attention, il faut vraiment essayer de faire un planning en lien avec les vraies disponibilités de chacun et les vraies habilités de chacun. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un planning, on va dire, ambitieux, que vous n'allez pas pouvoir mettre en place et qu'au bout du mercredi, par exemple, dire « Oh là là, ça y est, on n'a pas réussi à le faire, on n'a pas réussi à le mettre en place et on abandonne ». Quand je dis c'est un planning adapté vraiment au couple parental avec les disponibilités de chacun, surtout avec le confinement et le télétravail, c'est vraiment dans une réalité. C'est-à-dire que le lundi, si par exemple vous savez que votre partenaire éducatif, le lundi c'est une journée compliquée parce qu'il y a beaucoup de réunions, parce qu'il y a beaucoup de missions, et ben le lundi, vous vous dites ok, le lundi, je prends en charge les tâches domestiques, les enfants. Par contre, est-ce que le jeudi, tu peux, toi à l'inverse, prendre le jeudi? C'est pour ça qu'il faut vraiment que votre planning il soit ancré dans une réalité de vie, et de vie quotidienne et de vie de travail, tout simplement. Après, vous avez quelque chose d'important aussi, c'est de revoir un petit peu le planning global de votre enfant. C'est-à-dire qu'il faut peut-être voir s'il n'y a pas trop d'activités, s'il y a des choses qui ne sont pas sur de l'hyperstimulation, de la surcharge, parce que effectivement, l'emploi du temps de votre enfant, il doit être en lien avec le vôtre, ce qui fait que si votre enfant a trop d'activités dans une semaine, eh ben, il a besoin d'être accompagné, votre enfant. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous rajoutez dans votre planning beaucoup d'éléments supplémentaires qui ne sont pas toujours adéquats avec les envies de votre enfant, les besoins de votre enfant. Donc ça, c'est aussi des choses que les parents, tout d'un coup, prennent conscience en se disant, bah oui, c'est vrai, si je multiplie les activités de mon enfant, il faut bien effectivement l'emmener, il faut patienter lors de cette activité, et donc ça amène effectivement un renforcement, d'une surcharge au niveau du planning. Et puis, c'est aussi faire le tri dans les essentiels de votre vie de famille avec la participation de tout le monde. C'est-à-dire que la personne en charge mentale, comme on se l'a dit tout à l'heure, a l'impression qu'elle doit tout faire toute seule parce qu'elle sait faire toute seule déjà et que elle a une certaine façon de faire aussi qui va être entre guillemets parfaite. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient, ça ne sera pas fait de la façon dont elle veut. Donc forcément, elle va repasser dessus. Donc c'est vraiment faire de l'essentiel, se centrer sur l'essentiel, sur les choses qui font du bien à tout le monde et peut-être enlever deux, trois activités, deux, trois tâches domestiques qui peuvent peut-être attendre le week-end ou qui sont pas forcément si importantes que ça pour le bien-être de tous. Donc voilà, c'est faire du tri. Vous avez aussi, ce qui est très important pour réduire une charge mentale parentale, c'est de faire des réunions de famille. Les réunions de famille, elles permettent justement de faire un point sur la vie de famille, comment ça se passe, les comportements de chacun, d'anticiper éventuellement les activités, les sorties, le programme du week-end. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes puisque c'est du collectif et il y a effectivement quelque chose qui se met en place sur les ressentis de chacun. Et s'il y a des choses à modifier, à améliorer, ou entre guillemets, s'il y a des choses qui se passent déjà bien. Alors effectivement, pour les réunions de famille, j'ai envie de dire que ça peut commencer dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, puisque votre enfant, il peut déjà intégrer le fait que papa et maman, en ce moment, ils ont peut-être plus de travail, donc ils sont plus fatigués. Ou effectivement aussi que votre enfant, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il peut commencer à prendre un chiffon, essuyer une table, commencer à débarrasser aussi. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Et puis, il y a lui aussi, il baigne dans cette atmosphère de famille. Donc, moi, je recommande 2 ans et demi, 3 ans. Et puis après, en fonction aussi de la fratrie, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir parler tous ensemble. Et puis, vous avez plein de petits outils pour les réunions de famille qui existent, comme la boîte à tout dire, qu'on met par exemple le lundi en place et qu'on ouvre le dimanche. Voilà. Et puis, la réunion de famille, c'est aussi quelque chose de ludique. C'est pas quelque chose de cérémonieux, pardon. C'est quelque chose qui peut être sympa aussi à faire. Donc ça, c'est important.
Effectivement, quand vous avez des ados qui ne s'impliquent pas vraiment, les réunions de famille, en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression que ça soit un tribunal et qu'ils n'aient pas forcément accès à la parole. Souvent, les ados, ils ne veulent pas participer à ce type de choses parce que ils ont souvent l'impression d'être pointés du doigt et que quand ils veulent amener des idées, bah, c'est pas suivi par l'ensemble de la famille. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les réunions de famille, il faut que ça reste quand même ludique, sympa. Ça peut être une soirée de pizza et puis on fait la réunion de famille. Ça peut être réunion de famille en plein air, on s'assoit tous ensemble. Voilà, il faut que ça reste quand même attractif pour les enfants et pour les adultes hein, aussi. L'objectif, c'est pas que c'est un réunion de famille pour pointer tout le temps le négatif. Ça peut être aussi pour mettre en avant les choses positives qui se sont passées, comme par exemple la réussite du planning des tâches domestiques de l'ensemble de la famille. Voilà, c'est vraiment mettre le côté sympa de la réunion de famille. Après, vous avez aussi, ce que je recommande toujours pour diminuer votre charge mentale et ou en sortir, c'est oser utiliser votre réseau environnemental. Donc le réseau, c'est la famille, les amis, les voisins aussi quelquefois, certains types de structures comme les gardes, comme le centre de loisirs. C'est vraiment être dans ce phénomène qu'un enfant seul, ça n'existe pas de toute façon. Et puis oui, vous êtes les premiers éducateurs, mais aussi grâce aux autres, votre enfant va s'épanouir, va grandir, va découvrir, va apprendre des choses. Donc c'est pareil, on arrête de culpabiliser parce que mardi soir, on laisse son enfant au centre de loisirs après l'école. Voilà, parce qu'on a besoin d'aller faire une heure de sport. Souvent, les parents culpabilisent par rapport à l'activité qu'ils font quand ils, entre guillemets, déposent leur enfant chez mamie, papy, ou le laissent jouer avec le petit voisin d'à côté parce qu'ils sont dans la même école, ou demander à un parent d'aller récupérer son enfant. Donc voilà, c'est aussi ça, on relativise. Euh, si vous avez besoin d'aller faire une heure de sport et de laisser une heure votre enfant en plus avec la nounou, par exemple, et bah c'est pas grave, mais ça c'est quelque chose à travailler pour beaucoup de parents. Et puis comme on l'a dit, c'est relativiser sur les tâches du quotidien et impliquer vos enfants. Est-ce que votre maison a besoin d'être ultra méga propre, hein, j'insiste sur ultra méga propre tous les jours? Est-ce qu'il y a besoin effectivement de passer l'aspirateur, je vous dis, enfin toutes les tâches qui peuvent être décalées ou moins approfondies, et puis impliquer vos enfants. Pareil, les enfants ils peuvent être impliqués vers 2 ans et demi, 3 ans. Alors des petites tâches hein, forcément, mais c'est comme ça aussi qu'ils vont, entre guillemets, réussir à se dire que ça fait partie du quotidien, que ça peut être aussi plaisant, quelquefois, de ranger sa chambre, d'aider papa ou maman à vider le sèche-linge, etc. Il y a effectivement une implication importante qui peut se faire très très jeune par des enfants. Autre point important et souvent que les parents ont du mal à faire, c'est une auto-évaluation parentale sur vos attentes, vos désirs, sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est-à-dire dans votre fonction de parent, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, qu'est-ce qui vous paraît essentiel, et quelquefois prendre conscience que peut-être vous en demandez trop à vous-même, ou vous en demandez trop à vos enfants, et qu'il y a une notion d'exigence trop importante, et qu'elle n'est pas réalisable, donc elle amènera forcément de la frustration, de la colère, de la tristesse de votre part, parce que vous n'arriverez jamais à atteindre ces objectifs parentaux qui sont illusoires, qui sont extrêmes en soi quelquefois, et c'est bien de se poser, de faire une auto-évaluation parentale. Alors on peut le faire en individuel ou on peut le faire avec son partenaire éducatif. Hein. Justement, ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses, parce que souvent on a un peu le nez dans le guidon, et on ne s'aperçoit pas qu'on est pris dans un rythme aussi, et dans certains comportements qui nous font plus de mal que de bien, et ça peut aussi avoir un impact sur vos enfants aussi. Parce que souvent, très souvent, les parents en charge mentale aussi amènent une ambiance de stress, une ambiance de pression auprès des enfants. Et ça, quelquefois, les parents n'ont pas toujours conscience. Et puis, pareil, là, j'invite tous les parents du monde à s'autoriser des moments pour soi, sans culpabiliser. Ça peut être des pauses, ça peut être des activités plaisir, et c'est au minimum une fois par semaine l'activité plaisir. Alors, l'activité plaisir, ça peut être aller faire du sport, aller flâner dans une bibliothèque, aller au yoga, prendre un cours de dessin, enfin peu importe, aller voir une amie, un ami, en tout cas faire quelque chose qui vous fait plaisir, sans votre tribu, sans votre partenaire aussi, quelque chose de très individualisé, mais sans culpabiliser. Vous avez aussi pensé à votre couple conjugal en tant que parent, quelquefois c'est difficile, c'est vrai, de trouver des moments à deux sur votre enfant, sur votre tribu. Il y a quand même beaucoup d'études qui mettent en avant que c'est important de prendre soin de son couple conjugal,
puisqu'il y a aussi des impacts positifs après sur le couple parental. Donc, vous n'êtes pas que des parents, vous êtes aussi 2 adultes, donc c'est aussi important de prendre soin de vous, d'avoir des moments aussi de plaisir, de détente à 2. Et ça aussi, il faut réussir à le combiner dans votre planning de famille et aussi le verbaliser à vos enfants. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, de leur dire que vous avez besoin de prendre soin de votre couple, de votre amour, de votre bien, et que c'est pas pour autant que vous ne les aimez pas, mais que vous avez aussi, en tant qu'amoureux, alors tout dépend du discours que vous pouvez avoir et l'âge de vos enfants, que c'est important aussi d'aller manger tous les 2, d'aller faire un cinéma, d'aller faire une balade, d'être vraiment que tous les 2 et c'est pas pour autant que vous les oubliez totalement. Voilà. Et puis c'est pareil, hein, ce qui est important aussi dans la charge mentale, c'est la difficulté à se fixer des limites. Les limites, c'est important de les connaître. Alors en tant qu'individu, c'est quelque chose d'important. Et puis en tant que parent, c'est encore plus important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, vous avez peut-être plein d'envies, vous avez envie de faire plein de choses, mais que finalement la temporalité, elle est ce qu'elle est, et que quelquefois, vous n'avez pas le temps. C'est pas une question d'envie, c'est une question de gestion aussi du temps et de la temporalité, et que vous n'êtes pas que parent. Donc quelquefois, oui, vous voulez gagner le super concours qui a été organisé à l'école, mais finalement, les délais sont trop courts et vous n'arrivez pas à vous impliquer comme vous voudriez dans l'objet du concours. Ça amène aussi beaucoup de frustration et de connaître ses limites, c'est aussi bien parce que après, pour avoir une limite, moi je vous donne aussi un exemple très personnel, il y a eu un concours de mobile à l'école de ma fille. Alors moi, les activités un peu manuelles, couture, etc., je connais ma limite au niveau de la couture, etc. Donc, j'ai fait appel à une amie qui sait sublimement bien coudre. Mais ça, c'est important aussi pour la question des limites. Donc, je vous invite, chers parents, à connaître vos limites. En général, en tant qu'adulte, vous les connaissez bien, mais comme vous avez cette notion de parent, vous voulez aller au-delà de vos limites. Vous ne savez pas coudre, vous ne savez pas coudre. C'est pas un tuto d'une heure sur le web qui va vous aider à coudre. Donc, forcément, il y a cette notion de limite. Et puis, vous avez aussi fait davantage confiance à vos enfants. C'est-à-dire qu'ils ont leur habilité, leur potentiel, leur autonomie, et qui peuvent aussi quelquefois vous aider. Et aussi, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent vous dire maman, papa, je peux t'aider sur ça si tu veux. Ça ne renvoie pas quelque chose de négatif pour eux. Enfin, il y a un sentiment d'appartenance, ils comprennent bien qu'ils sont dans une famille, et puis ça amène l'empathie sociale, et c'est super bien. Alors effectivement, après, il faut relativiser sur les demandes d'aide, bien sûr, et de ne pas les transformer en mini-adultes. Tout dépend de leur âge, mais ça peut être bien que votre enfant, effectivement, vous aide de temps en temps et que vous ayez confiance, en fait, qu'il puisse éventuellement gérer tout seul le rangement de sa chambre, l'hygiène de sa chambre avec des lingettes, pourquoi pas. Enfin voilà, ça peut être sur plein de petits domaines comme ça, s'habiller tout seul, finir son assiette tout seul, jeter à la poubelle ses mouchoirs, bon voilà, ça peut être un peu tout ça. Et puis, pareil, réduisez vos to-do list. Accordez-vous même une journée sans to-do list. Ça serait super bien. Alors, pas forcément que le week-end, hein. Essayez peut-être de vous dire, le vendredi, je ne fais aucune to-do list. Je laisse les choses venir. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas faire des choses, mais vous laissez venir. Le vendredi, c'est souvent bien parce que c'est la fin de semaine et puis après, il y a le week-end. Donc, c'est un jour qui peut être bien pour s'accorder une journée sans to-do list. Alors, je lis en même temps, effectivement, vos remarques et vos questions. Oui, alors effectivement, on parlait du phénomène de comparaison et des injonctions un petit peu sur les attentes, qu'est-ce que c'est être un bon parent. Effectivement, moi je conseille toujours aux parents de regarder, mais avec une prise de recul, ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Il y a toujours l'envers du décor hein, pour n'importe quelle famille qui s'expose sur les réseaux. Donc oui, d'accord, pour prendre la photo, on a bien rangé la maison, on a fait attention à ses cheveux, à sa coiffure, voilà. Mais en soi, c'est pas comme ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Moi aussi, quelquefois, je suis un peu étonnée des intérieurs parfaits, des enfants parfaits sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de mamans et de papas maintenant qui affichent sur les réseaux sociaux que la vie de parent, la vraie vie de parent, c'est pas ça. Donc, relativiser aussi là-dessus. C'est aussi par rapport à la charge mentale aussi des mamans, par rapport à leur corps, qui hallucinent un petit peu quand elles voient telle ou telle personne avoir perdu déjà 10 kilos en l'espace de 15 jours après une grossesse. Donc voilà, prenez du recul sur ce que vous lisez et voyez sur les réseaux sociaux. La famille parfaite n'existe pas, le parent parfait n'existe
absolument pas non plus. Et l'imperfection, ça fait du bien à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur les injonctions, les comparaisons entre vous et telle ou telle famille. Alors c'est vrai qu'on est souvent sur les écrans en ce moment à cause du confinement. Relativiser, ça reste effectivement ce n'est pas possible 7 jours sur 24, 24 heures, que la famille parfaite existe, que tout soit bien rangé, que tout le monde soit propre sur lui. Un enfant qui n'en met pas partout quand il mange, ça n'existe pas non plus. Voilà, il faut relativiser sur les illusions que vous pouvez voir sur les réseaux. Je continue sur les fameuses préconisations. Alors, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à interagir. Et oui, l'enfant parfait non plus n'existe pas. Et c'est bien quand un enfant est imparfait. De toute façon, c'est impossible qu'il soit parfait puisqu'il est en cours de développement. Donc, de toute façon, il y a des stades à passer, il y a, entre guillemets, il y a des étapes. Donc, et même, j'ai envie de vous dire, un enfant qui expérimente, qui fait des erreurs et qui essaye certaines choses, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il est en bonne santé mentale et que tout va bien. Après, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, réaliser un planning réaliste. C'est-à-dire que c'est aussi la négociation de couple d'une façon réaliste et non résignée. Le lundi, tu ne peux pas parce que tu es overbooké au travail. Ok, mais alors, dans la semaine, quelle journée tu m'accordes à moi pour remplir ces tâches? Et là, vous trouvez effectivement une négociation, des compromis, où tout le monde y trouve son compte, concrètement. Et puis c'est pareil, hein, si votre partenaire, la cuisine, c'est pas son truc, ok, c'est pas ton truc la cuisine, moi, c'est un truc qui me plaît bien, ça me dérange pas de le faire, ok, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire en parallèle si la cuisine, c'est pas ton truc? On revient un petit peu là-dessus. Et puis, on rebondit sur oser demander de l'aide à votre partenaire, à chaque instant sans culpabiliser. Vous avez besoin d'aide, il faut le dire. Alors c'est pareil sur la blogueuse Emma dont je vous parlais qu'il fallait demander. Très souvent, c'est quelque chose qu'on entend. Ou alors, plutôt effectivement de la part des messieurs, on va le dire, bah t'avais qu'à demander. Bah oui, mais bon, enfin je veux dire, les choses sont à faire, on suit le cours, et très souvent on attend que l'autre partenaire soit fatigué ou montre vraiment qu'il est fatigué, débordé, épuisé ou il est en colère, pour dire bah il fallait demander. Donc n'hésitez plus, demandez. Et puis comme je dis très souvent, vous êtes tous les deux des partenaires éducatifs et qu'il faut réussir à équilibrer le rôle de chacun auprès de son enfant. Et puis j'ai envie de vous dire un truc super important, c'est montrer l'exemple à vos enfants car vous aussi vous êtes leur référence par rapport au comportement genré. C'est-à-dire que si une petite fille voit constamment maman qui fait les mêmes tâches, elle va associer le fait que le sexe féminin doit faire ces tâches éventuellement. C'est pour ça que c'est bien, et on le voit aussi dans les médias, dans les publicités pour les enfants, on voit maintenant un petit garçon avec un balai, un aspirateur, voilà. Donc ça, c'est à vous aussi, chers parents, de faire attention. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est important pour les petites filles et pour les petits garçons de se dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être aussi genrées et que un homme et une femme ont un cerveau, deux mains, deux bras. Ils peuvent effectivement utiliser tel ou tel outil pour réaliser le ménage, pour réaliser les fonctions de la famille, etc., etc. Donc ça, c'est aussi très très important, même si je sais que beaucoup de parents y font attention maintenant. Je pense que ça, c'est quelque chose peut-être à développer davantage. Et puis, messieurs, prenez votre congé paternité en entier, pourquoi pas un congé parental, il y a de plus en plus d'hommes qui le font. Alors effectivement, pareil, hein, ça reste une négociation de couple, ça reste une envie aussi. Donc c'est quelque chose aussi il faut, pourquoi pas, se poser la question. De toute façon, alors effectivement, le congé paternité, ça sera bientôt obligatoire, mais après, je pense qu'il y aura, entre guillemets, toujours des papas éventuellement qui pourront trouver plus ou moins des prétextes. Alors après, il faut essayer de comprendre pourquoi hein, les papas, il y a cette notion de refus, de déni, éventuellement d'une problématique en lien avec le côté paternel, ça peut arriver aussi. Mais ça, c'est aussi important. Il y a quand même de plus en plus de papas qui prennent un congé parental et qui n'ont aucune honte, aucune culpabilité à le faire. Mais très souvent, même quand on en discute dans la société, c'est vrai que peu d'hommes se posent cette fameuse question, même du 80% quand ils reprennent le travail pour garder le mercredi, ou le congé parental, il y a quand même peu d'hommes qui se posent la question. Donc c'est peut-être aussi ça qu'il faudrait pouvoir éventuellement changer. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, c'est aussi consulter un expert de la parentalité, de la périnatalité, on appelle ça. Si vous vous sentez dépassé, démoralisé ou débordé, vraiment sans honte. Le souci, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné, c'est qu'on attend d'être extrêmement débordé pour aller consulter.
un petit peu à l'image de la maman dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rentre dans une agence de voyage et qui n'a qu'une envie, c'est de prendre un billet sans retour. Et que pour elle, évidemment. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous avez des interrogations, des questions, si à un moment donné vous sentez qu'il y a un glissement dans votre parentalité, ou il y a quelque chose qui se passe pas forcément, qui n'arrive pas à se coupler à votre parentalité, à votre notion de couple conjugal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut oser faire peut-être bien en amont avant d'attendre la crise ou les effets dévastateurs de la charge mentale comme l'épuisement physique généralisé. Et puis on continue en pareil sur les fameuses astuces pour en sortir, ou en tout cas être dans un côté de prévention pour ne pas se laisser déborder par une charge mentale parentale. C'est faire attention à son partenaire éducatif et le soutenir même s'il y a des désaccords. C'est vrai que ça peut être difficile d'être tout le temps d'accord sur tout au niveau de l'éducation, puisque vous-même, vous avez des idées qui peuvent être différentes. Alors effectivement, la charge mentale à l'extrême, pour répondre à une question que j'ai vue, peut amener au burn-out parental. Alors le burn-out, c'est vraiment exactement quasi les mêmes symptômes qu'un burn-out dit professionnel. Et effectivement, là, il y a un écroulement, un effondrement. Et là, il y a effectivement des parents qui vont s'effondrer et qui vont être hospitalisés et qui vont devoir être accompagnés un long moment. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et que là, il y a des mamans ou des papas, alors plus des mamans, effectivement, mais qui vont craquer littéralement et qui peuvent se sentir seuls et qui peuvent aussi amener des troubles dépressifs derrière ou des troubles anxieux généralisés. Et c'est pour ça que le burn-out parental, on en parle de plus en plus. On parle beaucoup du burn-out féminin, donc maternel, où on voit beaucoup des images de mamans effondrées qui pleurent avec leur coiffure, l'appartement, la maison qui est toute sale, etc. C'est une image qui existe dans certaines familles parce que souvent la mère se sent extrêmement seule et que quelquefois ça arrive aussi qu'elle n'ait pas les moyens d'avoir un réseau. Donc oui, il faut oser parler du burn-out parental. C'est quelque chose qui va faire exploser littéralement le psychisme, le physique, la sphère cognitive et émotionnelle. Et donc j'insiste aussi sur le phénomène d'hospitalisation dont on ne parle pas assez. Alors effectivement, oui, il y a beaucoup, j'ai mis beaucoup de préconisations, mais qui quelquefois se rejoignent pour faire la remarque en avant de Séverine. Il y a effectivement beaucoup d'actions à mener, mais il y en a beaucoup qui se rejoignent de toute façon. L'objectif en tant que parent, c'est de prendre soin de soi. Donc toutes ces astuces-là, c'est de ne pas oublier de prendre soin de soi. Et donc, par exemple, je vous parle du sommeil. Mais on sait évidemment qu'en tant que parent, on est en dette de sommeil. Mais on ne pense pas à l'évaluer. On ne pense pas aussi à repérer ces troubles du sommeil ou même à consulter pour ces troubles-là. Parce qu'on se dit, oui, je suis parent, donc oui, c'est normal que je sois fatiguée. Non. Il faut déjà peut-être pouvoir évaluer cette fatigue, trouver peut-être quelques moyens pour la réduire. Et donc ça aussi, il faut aussi pouvoir en parler. Avoir des cernes jusque-là, en tant que parent, oui, ça légitime, mais en soi, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on prend soin de soi pour en avoir moins, justement. Et puis, un truc aussi qui est vraiment bien, et je le conseille à tous les parents, c'est de prendre des vacances seuls, c'est-à-dire soit vous tout seul avec des amis, pourquoi pas, ou en couple, et sans les enfants. C'est-à-dire que là, au moins une fois par an. Alors tout dépend effectivement de vos possibilités de prendre des congés, mais pourquoi pas faire une semaine avec vos amis, ou une amie, un ami, une semaine en couple, et ce qui vous reste de congé, effectivement, avec votre famille. Alors ça, il y en a beaucoup qui j'ai envie de profiter de mes enfants, avec le travail, etc. Mais testez, ça vous fera beaucoup de bien, et puis vous serez un meilleur parent, et vous vous sentirez mieux dans vos baskets aussi en tant qu'adulte. Alors après, on peut toujours trouver, c'est soit effectivement une semaine avec en couple et sans les enfants, etc. Mais ça aussi, il faut oser prendre des vacances sans vos enfants, en utilisant effectivement votre réseau, votre famille. C'est des choses qui sont possibles à mettre en place. Et il faut en avoir envie aussi. Après, et je pense qu'on a presque fini sur les fameuses astuces, c'est organiser des temps avec vos amis ou les amis du couple. Donc là, c'est pareil, c'est s'autoriser à aller au yoga avec son ami, c'est s'autoriser à aller boire un verre avec son ami après le travail. Donc, je veux dire, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des apéro time qui existent en visio. Voilà, c'est garder du lien quand même avec sa vie d'adulte, sans pour autant délaisser sa famille, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui mettent en avant que une fois par semaine, vous devriez, en tout cas pour votre bien-être psychique, aller à la rencontre de vos amis.
Et là, on l'a mis aussi, c'est mis en place des tours de rôle pour les rituels de la journée, c'est-à-dire que ce qui est bien aussi, c'est que le soir, pour les rituels du coucher, ça soit par exemple lundi, mardi, maman, mercredi, jeudi, papa, et puis voilà. On fait un tour de rôle partenaire éducatif sur les fameux rituels à mettre en place. Apprendre à déléguer tout le temps et toujours, c'est pareil, hein. Déléguer, c'est pas forcément une forme de vulnérabilité, c'est aussi à un moment donné être capable de centrer ses limites, de se dire que l'autre aussi peut le faire et que pendant ce temps-là, moi, je peux éventuellement réaliser autre chose. Et puis c'est pareil, hein, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. Et j'ose le dire aujourd'hui devant vous en tant que psychologue, c'est repérer aussi des zones de confort et des bénéfices à se retrouver dans une charge mentale. Alors, ça peut peut-être être choquant ce que je vous dis tout de suite, mais quelquefois, en prenant un peu de recul, certaines personnes s'aperçoivent qu'elles ont quelques bénéfices d'être dans un phénomène de charge mentale. C'est-à-dire qu'être en charge mentale, c'est tout le temps occupé. C'est être tout le temps, effectivement, avec des obligations, des exigences posées sur soi, et que finalement, ça nous empêche d'être seul avec soi-même. Ça nous empêche aussi quelquefois d'être en contact avec sa famille élargie ou ses amis, et qu'on peut en retirer quelques bénéfices d'être en charge mentale. Et puis, c'est aussi le bénéfice un peu simple de se dire qu'on est un bon parent parce qu'on fait beaucoup de choses pour ses enfants et sa famille. Donc, ça aussi, c'est des choses à revoir, la notion de zone de confort et de bénéfice à se rejoindre dans cette charge mentale. Et puis, c'est l'image aussi qu'on donne de soi aux autres, qui peut être aussi quelquefois gratifiante, à se dire, oulala, là là, tu arrives à faire tout ça, c'est formidable, tu es courageuse, tu es forte. Alors, je féminise, parce que comme on l'a dit, beaucoup les femmes. Donc, ça peut renvoyer quelque chose de valorisant, justement, aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met pas assez en avant, mais qu'il faut aussi réussir à déconstruire en se disant que ces bénéfices, il faut pouvoir se les avouer, il faut pouvoir en avoir conscience pour finalement en créer d'autres qui seraient plus adaptés et finalement qui vous feraient davantage de bien sur le long terme. Ça aussi, c'est important. Et puis, le dernier point, c'est militer aussi dans votre entreprise ou dans votre statut professionnel pour la reconnaissance de la vie de famille, mais aussi la place du père dans cette famille. Parce que comme on l'a dit, au niveau des chiffres nationaux, c'est davantage la femme qui souffre de charge mentale. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises font de plus en plus, mais j'ai envie de même dire les pères en soi. Il y a de plus en plus de papas qui prennent cette place de père, de fonction éducative, de fonction aussi émotionnelle dans tout ce qui se passe au niveau de la parentalité. Il y a quand même beaucoup de papas qui le font intuitivement, plus ou moins naturellement maintenant. Mais ce sont aussi des choses qu'il faut pouvoir discuter en couple, justement par rapport à la position de maman, de papa, l'image qu'on peut en avoir aussi les uns des autres. Et ça permet aussi de déconstruire quelquefois certains préjugés. Et ça peut amener aussi plus de place à cette notion de papa qui travaille et qui a aussi sa famille, qui a aussi quelques contraintes, aller chercher son enfant à l'école, enfant malade, et qui doit par exemple terminer plus tôt aujourd'hui parce qu'elle a rendez-vous chez le dentiste, qu'on attend depuis un mois, etc., etc. Et que ça repose moins uniquement sur le sexe féminin, j'ose le dire jusque-là, mais c'est aussi très important et ça bouge quand même de plus en plus, il faut quand même le souligner par rapport au domaine de l'entreprise. Et puis après, comme d'habitude, je vous conseille toujours quelques sources qui sont facilement accessibles. Et vraiment, je vous recommande par exemple l'appel de la fugue. Donc c'est le témoignage d'une maman qui a fugué, voilà, et qui a pris ce fameux billet de voyage et qui est partie. Vous en avez aussi qui sont un petit peu plus motivation. Un mois, par exemple, vous pourrez partir sa charge mentale, ou là vous avez un cahier, vous notez. Vous avez des choses qui sont un peu plus conceptualisées comme la charge mentale des femmes et des hommes. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez lire concrètement, ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Vous avez les BD aussi, les choses plus imagées. Et le dernier conseil que je vous donnerais, c'est aussi d'en parler avec vos enfants. Ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait être intéressant parce que quelquefois, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes irrité, triste, en colère ou que vous explosez. Parce qu'ils ne se rendent pas compte forcément qu'est-ce que c'est être un parent et qu'effectivement, vous avez beaucoup de responsabilités, des obligations aussi. Et que quelquefois, oui, on va relâcher prise tous ensemble. Et votre enfant aussi, ça lui permet de comprendre que quelquefois, peut-être il vous en demande trop ou qu'il y a aussi des choses à revoir sur la notion d'essentiel. Voilà, je pense que je vous ai presque tout dit. Alors, il y aurait des choses encore à dire et à redire sur la charge mentale parentale. Mais là, c'était effectivement pour vous sensibiliser, vous donner quelques conseils et quelques références. Je vous invite aussi à écouter des podcasts qui sont vraiment bien faits
sur la parentalité et qui peuvent vous aider à prendre du recul et à relativiser sur cette dimension de parent parfait, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous l'êtes forcément à plein de moments de la vie de votre enfant et de votre vie de parent, mais vous ne pourrez pas l'être tout le temps. Alors, je vais répondre à Amélie qui met en avant. Alors non, alors ce qui était mis en avant au niveau des neurosciences, c'est qu'on est tous capables de faire plusieurs choses en même temps, sauf que ça va être le côté qualitatif. Un homme et une femme peuvent faire plusieurs choses en même temps, sauf que le résultat, entre guillemets, sera pareil, puisque en fait, le cerveau humain, il est capable d'attacher une concentration ultime et performante sur une seule tâche. Donc rien ne vous empêche d'écrire, d'être au téléphone, de regarder dehors, sauf qu'il y aura forcément une tâche, il y aura vraiment une tâche sur laquelle il y aura un petit peu plus de concentration et on pourra dire, entre guillemets, qui sera mieux faite que les autres. Mais concrètement, vous éparpillez votre concentration, votre vigilance, votre attention, ce qui fait que finalement, il y aura toujours quelque chose d'imperfectible. Et je dis toujours aux mamans, un homme est aussi capable de faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est des préjugés qu'on peut avoir, mais là, je vous invite, il y a beaucoup de choses qui sortent sur les neurosciences, sur le cerveau, que ce soit l'enfant, l'ado et l'adulte, qui mettent en avant concrètement que ça, c'est un vieux préjugé, qu'on est tous capables, peu importe son sexe, de faire plusieurs tâches en même temps. Après, ce sera le côté qualitatif qui va pêcher sur le nombre de tâches qu'on réalise. Et c'est aussi ça qui amène la charge mentale, parce que on s'aperçoit qu'on fait beaucoup de tâches, et qu'on peut faire beaucoup de tâches en même temps, mais que finalement, le résultat ne sera jamais celui qu'on veut, parce qu'on n'y attache pas assez d'attention et de concentration, parce que l'exemple un peu bateau, c'est que je suis déjà en train de faire mon ménage chez moi, mais je suis déjà en train de penser à il faut que je fasse couler le bain, et puis il faut pas que j'oublie de mettre la pastille de couleur, et puis mince, il n'y a plus de shampoing, donc il faut que je pense en acheter, il faut que j'écrive sur ma to-do list. Et là, vous êtes en train de passer votre balai, votre aspirateur, et vous allez déjà oublier le coin A, le coin B du tapis, le coin C, etc. Et c'est pareil pour les hommes et pour les femmes, de toute façon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Je ne vois rien. Il y a Delphine qui revient. Voilà. Oui, j'allais dire, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va vous remercier. Alors, je pense que soit vous pouvez télécharger directement le document pour ceux qui participent en live, soit comme d'habitude, vous recevrez le petit résumé après coup par email. Donc voilà. Alors, je vois qu'Amélie est en train de taper. Donc, si vous avez une dernière question, ben voilà. Il n'y a plus de questions. C'était déjà une première manière d'aborder. Je vais juste vous demander, avant de nous quitter, si vous pouvez répondre à notre petit sondage. Est-ce que ça vous a été utile? Hop, je le publie tout de suite. Ça nous aide à nous améliorer. Et puis, on vous retrouve très prochainement, de toute façon. Et là, j'ai encore mal fait mon travail. Je crois que nous avons un prochain rendez-vous mi-décembre, il me semble, c'est ça Oui. Nous, on a un rendez-vous ensemble le 15 décembre. Le 15 décembre, et ça sera lâchons prise au quotidien. Donc, il y a un petit peu de lien, mais ça ne s'adresse pas seulement aux parents. C'est vraiment sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut agir et puis nous malmener parfois. Donc, vous retrouverez tout le programme. De toute façon, vous avez dû recevoir le programme du mois de Ma Bonne Fée. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire. Et on vous retrouve très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir tout le monde. À bientôt.